Près de 3 ans après que 4 étudiants de l'Université de l'Idaho ont été assassinés dans leur maison près du campus, nous voyons enfin un élément de preuve qui a conduit la police au suspect et à l'homme qui finirait par avouer avoir commis ces meurtres atroces. Des photos de l'étui de couteau K-Bar retrouvé dans cette maison sur King Road ont été publiées, ainsi que d'autres preuves analysées par le laboratoire criminel. On apprend aussi que la police avait un suspect dès le début de l'enquête. Nous entendons aussi le témoignage de la livreuse DoorDash à la police sur la nuit des meurtres. Elle rouvrait la fenêtre, je la voyais encore. Je vais tout vous expliquer. Je suis Angenette Lévy et voici Crème Fixe. Progressivement, nous avons découvert les preuves collectées par les enquêteurs sur la scène de crime au 1122 King Road. Nous avons vu les photos de l'intérieur de la maison universitaire où Maddie Mogan, Kaylee Gonsalves, Santa Carnotto et Ethan Chapin ont été poignardés à mort vers 4 heures du matin le 13 novembre 2022. Presque 3 ans ont passé, c'est difficile à croire. La pièce à conviction qui a été essentielle pour retrouver un suspect, l'étui de couteau K-Bar. Nous voyons maintenant des photos de l'étui que la police dit avoir trouvé près de la jambe de Maddie Mogan dans son lit. La police affirme que les tests acide désoxyribonucléique effectués sur les prélèvements de l'étui ont révélé une seule source d'acide désoxyribonucléique masculin, qui n'a correspondu à personne lorsqu'il a été introduit dans Combined DNA Index System, le système combiné d'indexation acide désoxyribonucléique. Combined DNA Index System est la base de données du FBI regroupant les criminels connus. L'échantillon d'acide désoxyribonucléique a ensuite été envoyé au laboratoire Outram au Texas, où des recherches de généalogie génétique ont débuté pour l'identifier. Le FBI a repris l'enquête en décembre et le 19 a transmis le nom de Brian Koberger à la police de Moscou. Revenons à l'étui. Le laboratoire de criminalistique l'a accepté le 16 novembre. Une photo montre qu'il a été placé dans un sac en papier craft pour preuve et étiqueté le 16 novembre. Photographié au laboratoire de criminalistique pour la chaîne de possession, il a d'abord été examiné par l'unité d'acide désoxyribonucléique. Une règle a été placée à côté de l'étui pour documenter sa taille comme point de référence sur les photos de preuve. C'est toujours fait lorsque les preuves sont correctement documentées. Le bouton pression de l'étui a d'abord été écouvillonné, ce qui deviendra très important ensuite. J'ai également écouvillonné les bords de la partie poignée de l'étui et les bords de la partie lame de l'étui. L'arrière de l'étui a également été écouvillonné car certaines parties de l'étui ont soit réagi positivement lors du test présomptif de sang, soit semblaient présenter des taches de sang. Elles étaient très petites. Ce jour-là, des indices ont été prélevés sur la sangle de l'étui. L'étape suivante pour l'étui au laboratoire criminel, c'était l'unité des empreintes latentes, où une analyste l'a examiné à la recherche d'empreintes digitales latentes et n'en a trouvé aucune. La chaîne de possession a de nouveau été documentée et l'étui photographié. Le laboratoire a obtenu des résultats acides désoxyribonucléiques sur le bouton pression de l'étui. C'était un profil acide désoxyribonucléique masculin unique soumis dans Combined DNA Index System comme mentionné plus tôt. Un autre acide désoxyribonucléique a été trouvé sur l'arrière de la poignée de l'étui. Il y avait un mélange d'acide désoxyribonucléique à l'arrière de la poignée pour lequel le laboratoire a indiqué que Kaylee était la principale contributrice et Maddie la contributrice mineure. Supposons que c'était un mélange d'acide désoxyribonucléique de 2 personnes. Il y a l'acide désoxyribonucléique, le sang de Kaylee et Maddie sur l'étui, si minuscule qu'on le voit à peine. Mais écoute, dans les premiers jours de l'enquête, la police de Moscou avait en fait déjà un suspect en vue. La chef de l'unité acide désoxyribonucléique du labo criminel a écrit à son équipe « Pour l'instant, l'étui du couteau est leur seul élément de preuve. On nous dit qu'ils n'ont aucune autre preuve. Ils ont maintenant un suspect. Ils le suivent pour obtenir un échantillon d'acide désoxyribonucléique à son insu. Je n'ai pas de nom à vérifier. Des mégots de cigarettes ont été prélevés sur cette personne, mais son acide désoxyribonucléique ne correspondait pas à celui trouvé sur l'étui du couteau. C'était une impasse. Les enquêteurs revenaient à la case départ. Bien que l'acide désoxyribonucléique masculin sur le bouton pression provienne d'une seule source, le laboratoire n'avait pas terminé l'analyse de l'étui. Le 5 décembre 2022, les analystes acides désoxyribonucléiques ont sorti cet étui et ont prélevé des échantillons sur des zones qui n'avaient pas encore été testées. Cette fois, l'étui paraissait décoloré par endroits, sans doute là où il avait déjà été prélevé.
Ils ont cette fois prélevé un échantillon là où se trouvaient l'aigle et l'emblème KBA, United States Marine Corps. Ils voulaient sûrement vérifier s'il y avait plus d'acide désoxyribonucléique sur cette partie de l'étui. Les analystes étaient très occupés sur ce dossier. Ils ont testé un certain nombre d'autres objets, y compris des bouteilles d'eau écrasées. Ils ont aussi testé un échantillon d'une canette précise de bière Keystone Light. Cette canette de bière suscitait beaucoup d'intérêt. Elle a aussi été écouvillonnée et testée. Un sac à dos noir Gensport trouvé dans le salon du 1120 King Road. Plusieurs zones du sac à dos ont été écouvillonnées et testées. Un gant noir trouvé à l'extérieur de la maison a également été écouvillonné et testé. La défense évoquera plus tard ce gant car il portait un profil acide désoxyribonucléique partiel d'un homme inconnu. Après l'arrestation de Brian Koberger, les enquêteurs ont démonté sa voiture pour y chercher des preuves acides désoxyribonucléiques. Ils ont examiné les tapis, la pédale de frein et les housses de siège de la voiture. Ils ont même passé les housses de siège sous une lumière noire à la recherche de taches pouvant contenir des preuves acides désoxyribonucléiques, mais ils n'ont rien trouvé. Ils ont analysé des gants noirs en toile d'araignée, un bonnet Dickies qu'il avait acheté chez Walmart, ainsi que d'autres gants noirs. Toujours, aucun acide désoxyribonucléique ne le liait au meurtre. Le laboratoire a prélevé des échantillons sur les housses du matelas après avoir trouvé des taches brun-rouge. Encore une fois, aucun acide désoxyribonucléique reliant Brian Koberger aux victimes n'a été trouvé. Vous vous souvenez de la livreuse DoorDash qui a apporté la nourriture à Xana cette nuit-là? Nous parlerons bientôt de son entretien avec la police. Alors, je voudrais faire intervenir quelqu'un qui suit cette affaire de très très près et qui a examiné ces documents tout comme moi. Il s'appelle Chris McDonough. Il anime The Interview Room sur YouTube, fait partie de la Cold Case Foundation et est un détective retraité spécialisé en homicide. Il a beaucoup de rôles et de titres. Alors Chris, commençons par l'étui. L'étui, à mon avis, sans étui, pas d'acide désoxyribonucléique, pas d'arrestation, pas d'affaire. Donc, une pièce à conviction très importante. Ils ont manipulé cet objet avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de précaution. Nous voyons toutes les photos, nous voyons toute la documentation sur la façon dont ils traitent l'étui. J'étais étonnée. Je croyais qu'il y aurait plus de preuves acides désoxyribonucléiques des victimes, mais il n'y a que de faibles traces. Et quand on regarde ça, associé au profil acide désoxyribonucléique masculin unique trouvé sur le bouton pression, aïe! Je sais qu'il a été trouvé juste à côté de la jambe de Maddie, mais je veux dire, c'est une preuve vraiment très forte. Oui, je suis d'accord, Angenette. Je veux dire, si on regarde l'ensemble de tout, tu sais, dès le début, ce fourreau était crucial. Et quand on lit maintenant ces rapports de laboratoire, franchement, la chaîne de possession et tout le reste ont été parfaitement respectés. Je veux dire, il n'y a eu aucune erreur concernant la façon dont le fourreau a été trouvé, la façon dont il a été traité, tu sais, quand il a été récupéré, etc. Puis envoyé au laboratoire où la correspondance acide désoxyribonucléique a été trouvée. C'était Brian Koberger. Ce que j'ai trouvé tellement intéressant à ce sujet, et j'ai mon genre de faux fourreau juste ici, c'est à quel point, je veux dire, ils savaient vraiment à quel point c'était important. Et il y a un email du 16 novembre, vous savez, 3 jours après les homicides, dans lequel Riley Nolan, qui est c'est la responsable de l'unité acide désoxyribonucléique là-bas. C'est la patronne. Elle leur dit que c'est la seule preuve qu'ils ont. C'est tout. L'étui, c'est tout ce qu'ils avaient. Donc, c'est tout ce qu'ils savaient à ce moment-là. Je veux dire, ils n'avaient pas... On dirait qu'à ce moment-là, ils ne se rendaient pas compte de l'importance de la voiture blanche qui s'enfuyait à toute vitesse. Ils avaient l'étui. Donc, ils avaient vraiment examiné cela avec beaucoup de délicatesse. Ils avaient fait des tests présomptifs de sang dessus, ils avaient prélevé des échantillons, ils avaient écouvillonné certaines zones où ils pensaient pouvoir obtenir de l'acide désoxyribonucléique sur certaines parties. Et puis, nous voyons cet email où Riley Nolan dit qu'ils ont un suspect. C'était une surprise parce qu'il y avait des formulaires de soumission au laboratoire où il était écrit « suspect » avec le nom caviardé. Au 16e jour, ils avaient un suspect et le suivaient pour obtenir des échantillons d'acide désoxyribonucléique. Je crois qu'ils ont récupéré ces mégots et les ont envoyés au labo, mais sans résultat. Qu'en as-tu pensé? Quand elle dit à son équipe « Hey, on a un étui de couteau », c'est leur preuve. C'est tout ce qu'ils ont. Et ils suivent un type. Ouais, et ça apparaît le 16 novembre. Donc, ils en sont à 3 jours d'enquête.
Que maintenant, l'un des défis, c'est que les enquêteurs peuvent avoir une vision en tunnel. Disons, faute de meilleurs termes, que c'est le fait que, tu sais, quand c'est une affaire tellement médiatisée, et maintenant, tu ajoutes à la dynamique c'est tellement médiatisé qu'ils n'ont pas eu de meurtre, tu sais, depuis 7 ans au sein de cette communauté. Donc, ce qui s'est malheureusement passé, je crois, dans cette enquête en particulier, parce qu'elle est tellement évolutive, ils se sont peut-être enfermés dans une théorie particulière. Et cette théorie en elle-même, ils voulaient voir, tu sais, qui pourrait correspondre à cette théorie. D'accord. Et donc, il y a 2 pistes qui se dessinent d'ici au départ quand cette affaire éclate. La première piste, évidemment, c'est que l'acide désoxyribonucléique sur cet étui va nous donner beaucoup d'informations. Ils n'en ont pas de nom. Ils n'ont rien à ce moment-là. Ils ont juste cet étui qui est envoyé au laboratoire. Cet email provient du technicien de laboratoire qui dit avoir eu un débriefing. Ils surveillent un homme, le suivent et tentent d'obtenir son acide désoxyribonucléique. Donc, ça nous aidera quand ils auront l'acide désoxyribonucléique d'accord de cette personne. Et tu sais, ils le suivent partout. Ils essaient d'obtenir, tu sais, n'importe quoi, tu vois, une tasse, une poubelle ou n'importe quoi de ce genre aurait son acide désoxyribonucléique dessus. En même temps, ils ont relevé des empreintes digitales, soit sur les portes, soit sur les fenêtres de la résidence. Il y a 2 fiches d'empreintes digitales, L5 et L6. Ils essayent également en même temps d'associer ces 2 fiches d'empreintes digitales à un nom. Et maintenant, et voici la partie triste, en plus, pendant que tout cela se passe, pour appuyer ce que vous disiez, il y a une voiture blanche qui se trouve aussi dans la zone, et ils ne poursuivent pas cette voiture blanche aussi rapidement qu'ils poursuivent l'acide désoxyribonucléique et la science. Donc cette voiture blanche est maintenant une inconnue, alors qu'en réalité, il s'avère qu'elle se trouve juste là, juste sous leur nez, sur le campus d'à côté. Oui, et je suis sûre que beaucoup de gens diront « Eh bien, tu juges après coup, tu sais, c'est facile d'avoir du recul. » Mais tu sais, on dirait vraiment qu'ils se sont dit « Oh, on a un suspect, alors on va courir partout pour attraper ce type. » Mais il faut quand même regarder tout ce qui se passe en même temps. J'aimerais en savoir plus sur qui était ce prétendu suspect, qu'il pensait être capable d'avoir fait ça. Ensuite, on apprend qu'ils récupèrent discrètement leurs échantillons d'acide désoxyribonucléique comme avec des mégots de cigarettes et je suis sûre qu'ils font ensuite les analyses. Ils récupèrent l'acide désoxyribonucléique d'une seule source sur le bouton pression. Ils se rendent compte qu'ils ont cet acide désoxyribonucléique, c'est d'une seule source. C'est comme si c'était impeccable, on dirait, et ils découvrent que ça ne correspond pas. Je suis sûre qu'ils se sont dit « Oh non, on revient à la case départ ». Ils envoient de l'acide désoxyribonucléique à plusieurs laboratoires et commencent à reconstituer l'arbre généalogique, sans résultat dans Combined DNA Index System. Le travail débute, puis ils effectuent d'autres tests acide désoxyribonucléique. Je veux dire, je n'envie pas les analystes acides désoxyribonucléiques dans cette affaire parce qu'ils prélèvent des échantillons sur des bouteilles d'eau écrasées. Cette maison était une vraie boîte de pétri. Ils prélèvent des échantillons sur des gants et des canettes de Keystone Light trouvées dehors. Mon Dieu, tu imagines combien de temps cet analyste acide désoxyribonucléique ou ces analystes auraient passé à la barre pendant le procès? Oui, et ça revient à cette idée, tu sais, d'expérience en matière d'enquête. Je veux dire, je ne suis pas en train de refaire le match après coup. J'ai travaillé sur des centaines de meurtres et beaucoup d'affaires très médiatisées. Vous savez, la pression exercée sur une équipe d'enquête est immense. Et donc, vous apprenez à déléguer. Ce qu'ils auraient dû faire, à mon avis, ce n'est que mon avis, c'est qu'ils auraient dû assigner quelqu'un à chacune de ces voies. Tu sais, Joe, tu vas t'occuper de l'acide désoxyribonucléique, Bob, tu vas t'occuper des empreintes digitales, Hank, tu vas t'occuper de la voiture. Donc, tu as toutes les 3 directions, voire plus, qui avancent à 100 km à l'heure. Et c'est là que le FBI entre en jeu, parce que le FBI a des ressources, beaucoup de ressources. Et le FBI, tu sais, ils sont vraiment doués pour frapper aux portes et dire « Nous sommes du FBI, nous aimerions vous parler ». D'accord, c'est comme ça qu'ils arrivent en Pennsylvanie. Et quand nous lisons ces rapports de laboratoire maintenant, nous voyons qu'il avait un bol à ordures, ou du moins, ils avaient des déchets. Et ils ont prélevé l'acide désoxyribonucléique du père sur un coton-tige. Et c'est ce qui a lancé l'IGG.
Et ils ont fait l'analyse comparative et ils disent, eh bien, nous ne pouvons pas éliminer cet homme comme étant le père d'un contributeur potentiel à l'élément numéro 1, qui était l'étui du couteau. Donc, ils l'avaient, mais voilà le problème avec ça. Ils n'ont eu ça que vers le 30e, le 28, 29, vous savez, décembre. Oui, ils en sont déjà à 1 mois. Eh bien, en attendant, tu as cette voiture que, tu sais, l'Université d'État de Washington a trouvée. Ils ont pris certaines décisions, tu sais, comme de ne pas frapper à la porte, ce qui contredit l'intérêt de lancer un bulletin de recherche, un avis de recherche pour une Honda blanche. D'accord? Et ensuite, tu trouves une Honda blanche dans une situation, tu sais, recherchée, au moins pour interroger, tu sais, la personne qui conduisait cette voiture à 4 heures du matin. Tu en trouves une, d'accord? Et d'ailleurs, il n'y en avait que 11 dans cette zone. J'ai entendu, tu sais, que les gens disent, eh bien, ben, il y a des milliers de Honda blanches. Oui, c'est vrai. D'accord, mais il n'y en a que 11 ici. C'est à ce moment que le FBI intervient. Tu dis, d'accord, on en a 11. Voilà, voici l'immatriculation des 11 véhicules. Allez parler à ces gens. Fin de l'histoire. Et s'ils avaient fait ça, on ne sait pas quelle preuve Brian Koberger a pu détruire alors qu'il était juste là, dans l'État de Washington, de l'autre côté de la frontière avec l'Idaho. On le sait très bien. Il a fouillé cette voiture car ils sont allés l'examiner. Ils ont testé beaucoup de choses provenant de cette voiture et n'ont vraiment rien trouvé. Apparemment, on dirait qu'il était monsieur propre en train de tout récurer là-dedans. Les tapis de sol semblaient impeccables, comme nettoyés avec de l'Armoral. Donc, c'était assez intéressant à regarder. Chris McDonough, merci pour votre temps et d'avoir partagé vos réflexions et expertise. Merci. D'accord. Tu te rappelles du livreur DoorDash qui a apporté la nourriture à Xana ce matin-là, juste avant les meurtres? Elle s'appelait Molly McMichael. Nous avons son entretien avec la police. Voici un extrait de son récit à la police sur ce qu'elle a vu ce matin-là. Je me suis promenée avec ma lampe de poche sur mon téléphone pour comprendre où j'étais. À mon arrivée, j'ai vu la fille à la fenêtre. La chose dont je t'ai parlé, en haut, à la fenêtre de gauche. Je pourrais jurer qu'elle se balançait dans un hamac ou quelque chose comme ça, mais elle aurait aussi pu être sur un lit ou quelque chose du genre. Ce n'est pas ça parce qu'elle me regardait. Et d'habitude, quand tu passes à une commande et que quelqu'un te voit, il me voit courir jusqu'à la porte, que ce soit une commande sans contact ou pas. Et elle a sauté tout de suite dès qu'elle m'a vue et qu'elle a vu que je l'avais vue. J'ai remarqué que plusieurs fois, pendant que je marchais et que j'essayais de trouver l'endroit, elle revenait, ouvrait la fenêtre et je la voyais à nouveau. Je suis une fille et j'ai une lampe de poche. Une voiture est passée. C'était une berline. Elle était beige. Et le monsieur qui conduisait, je m'en souviens parce que c'était étrange qu'il ne me regarde pas. Molly McMichael n'a pas vu Brian Koberger cette nuit-là, bien que les enquêteurs aient établi qu'il s'est garé derrière elle lors de la livraison. Et puis, il est sorti de l'allée et s'est garé à l'arrière de la maison. Et c'est tout pour cet épisode de Crime Fixe. Je suis Angenette Levy. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous retrouve ici la prochaine fois.